d'accueillir dans le cadre du colloque, à la fois comme président de session et comme conférencier invité, Filippo De Pieri, professeur d'histoire d'architecture au Politecnico de Turin, donc qui nous fait le plaisir de donner une conférence intitulée « Les micro-histoires de la grande accélération sont-elles possibles? Une expérience ?» Donc, comme je le disais, Filippo est professeur d'histoire de l'architecture. Il a des recherches qui touchent plusieurs zones et aires géographiques bien au-delà de l'Europe, qui touchent aussi à l'Asie de l'Est, à l'Amérique du Nord, en traitant des sujets, des thèmes de recherche autour de l'histoire de l'urbanisme, l'histoire de la conservation et de la transformation urbaine du 19e au 20e siècle, l'histoire du logement collectif, l'histoire des quartiers, et à travers une approche d'histoire environnementale de l'architecture. Il a été chercheur et professeur invité dans différentes institutions. J'ai noté notamment à Harvard, à l'EPFL, également en Chine. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques ou du comité scientifique de plusieurs revues scientifiques, Pleine de perspectives, Storia Urbana, les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère en France, Città e Storia. Et donc voilà, c'est parmi ces nombreuses implications que je voulais mentionner en introduction. Je te remercie encore de ta présence et de ta venue, et nous sommes très heureux de t'entendre. Merci Gauthier, merci pour cette invitation qui est un honneur et un plaisir. La première question est si vous m'entendez. Le volume de ma voix n'est pas extraordinaire. Au cas où ça baisse, faites-moi signe, je vais chercher de faire quelque chose. Derrière ce titre grandiloquent se cache une présentation un peu moins ambitieuse. Ce n'est pas mon intention d'entrer dans une analyse des débats historiographiques sur ce qu'on a parfois appelé micro-histoire. Je voudrais plutôt documenter quelques expériences plutôt personnelles de recherche qui se sont basées au cours de ces dernières années, en partie sur un dialogue entre des stratégies de recherche sur la ville et l'architecture d'un côté et quelques thèmes de réflexion qui agitaient le débat, ou qui continuent d'agiter le débat micro-historique international. Donc c'est plutôt la façon dont un débat sur les échelles de l'analyse est entré dans ma recherche personnelle. Vous aurez peut-être l'impression que cette communication soit un peu superficielle. Ça a été un choix de rester un peu à la surface des choses. La surface n'est pas importante. Sous cette surface s'agitent des questions qui me hantent et que j'espère pouvoir discuter avec vous. Allons-y. Un élément récurrent dans ma recherche personnelle sur les paysages urbains et architecturaux du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, a été une tendance plutôt personnelle, mais qui a des raisons, je crois, pour une chose spécifique, qui est le choix de partir d'une petite échelle d'analyse, parfois de quelques objets très précisément identifiables. Ce n'est pas forcément un choix naturel, quand on parle de la ville du XXe siècle, qui est une ville construite à partir de matériaux sériels, et qui fut le résultat de processus à grande échelle qu'on a discuté dans notre session de ce colloque. Mais il existe des raisons, je crois, pour pratiquer, au moins en partie, une approche microanalytique à l'étude de ce type de paysage. Je vais vous en donner 3 exemples à partir de quelques recherches personnelles que je n'ai pas nécessairement conduites jusqu'au bout. Parfois oui, parfois non. Parfois ce sont que des traces de recherche en cours, mais elles donnent dans leur ensemble, me semble-t-il, une image de quelques questions et problèmes qui se posent dans l'usage d'outils micro-historiques, ou presque micro-historiques, je ne me considère pas un micro-historien, dans l'étude des villes et des architectures du XXe siècle. Et donc il ne s'agit pas de pratiquer exclusivement un regard microscopique, mais plutôt de traverser les échelles d'analyse en commençant par le plus proche, en commençant par un acte de rapprochement. Et allons, faisons-le, rapprochons-nous dans cette image à votre oiseau.
mon premier objet sera un sphinx. Ce sphinx a paru en 2006, là-bas. Dans un lieu de cette ville italienne, la ville n'est pas très importante, c'est quand même la ville d'où je viens. Il fut placé là comme un objet symbolique dans un point d'entrée de la ville, à l'entrée d'une autoroute, qui était destiné peut-être à accueillir les visiteurs. Il y avait des Jeux Olympiques d'hiver pendant cette période-là, peu de mois avant le début des Jeux Olympiques d'hiver, on a vu apparaître ce sphinx, qui était censé signaler, communiquer la présence dans la ville de musée, qui était le musée qui continue d'être le musée le plus visité de la ville, consacré aux antiquités égyptiennes. L'objet évoque pour moi un thème qui est le thème de la représentation du passé dans les villes contemporaines et des politiques de la mémoire publique dans les villes contemporaines. Il évoque une histoire du 19e siècle qu'on pourrait en quelque sorte qualifier de coloniale. Ça remonte au trafic et à la vente d'antiquités égyptiennes dans de nombreux pays européens pendant la période post-napoléonienne, à l'acquisition de quelques-unes de ces antiquités de la part de la Maison de Savoie, qui fut l'origine de la collection de ce musée. Et surtout, l'objet témoigne de la façon dont cette histoire a été, au cours du XXe siècle, appropriée comme partie d'une identité locale, et aussi de sa mobilisation plus récente dans le cadre de stratégies de régénération urbaine qu'on a imaginées comme post-industrielles et axées sur la culture comme instrument de régénération. C'est un objet aussi qui évoque une histoire de transformation et de resignification, en quelque sorte, d'une partie de la ville. On revient à la vue à boule d'azote qui était, au cours du XXe siècle, dominée par la présence de l'industrie, de nombreuses industries. Là où il y a une grande surface commerciale, c'était une grande surface industrielle jusqu'aux années 70. On voit aussi des traces de l'habitat collectif et de quelques équipements qui étaient associés à cette partie très périphérique de la ville, dominée en quelque sorte par la présence de quelques établissements industriels. Donc, mémoire publique, reconversion industrielle, ce sont deux thèmes que cet objet évoque. Il les évoque d'une façon qui est intéressante, mais encore pas très intéressante pour moi, au sens où, de ce point de vue, l'objet n'est qu'un exemple, à petite échelle, de processus dont qui demande d'être analysé à une échelle plus vaste. Ce n'est pas là que réside l'intérêt du rapprochement du regard. Ceci dit, l'objet significatif est un bon exemple de ce processus. Ce sphinx faisait partie d'une série. Il y avait, en 2006, le musée commissionna la réplique de quelques objets clés de sa collection de statuaires qui furent placés dans les différents endroits de la ville. Cette politique coïncidait avec un changement de gestion du musée qui passa à cette époque dans la gestion d'un partenariat public-privé. Ça a été le premier musée italien qui est passé dans un statut purement public, dans un statut de partenariat public-privé. Et cette fondation commissionna cette campagne de communication publique dans la ville. Tous ces statuts, il y en avait une dizaine dans les différentes parties de la ville, il n'y en a plus aucune. Elles sont disparues dans le silence, une à une, progressivement. Il ne reste que notre sphinx, hommage de la ville, il n'y aurait pas tout le monde. Il reste une sorte de témoin d'une saison de promotion urbaine de la ville. Entre-temps, l'institution du musée a changé. Il continue d'être une fondation publique-privée, mais le groupe dirigeant a changé. Les politiques du musée ont changé. Et les campagnes de communication ont aussi changé. Et donc, cette période précédente, en quelque sorte, dans la communication du musée a été un peu mis de côté. On ne trouve pas le sphinx nommé dans les brochures du musée. Le musée qui fait des choses très intéressantes au niveau de la communication publique, au niveau de l'usage des collections pour des politiques d'intégration sociale, par exemple, des immigrés d'origine africaine, etc., a tendance à concentrer ses opérations sur le centre-ville et son siège au centre-ville. Donc il y a un changement des stratégies d'usage public des collections et de communication qui fait que ce sphinx appartient au passé depuis plusieurs points de vue. Quand j'ai cherché
d'accéder à des matériaux et des informations auprès du musée pour enquêter un peu cette histoire. J'ai été traité un peu comme un bizarre professeur qui n'avait rien à faire. On m'a communiqué quelques informations dont la précision desquelles n'est pas vraiment... Je ne suis pas très sûr qu'ils m'ont donné de bonnes informations. Aucun document, je n'ai pu voir aucun document. Ma question autour du Sphinx en plastique que ce musée avait placé dans un endroit de la ville il y a 20 ans n'était pas perçue comme une question qui était digne d'une réponse à la fois intellectuelle et institutionnelle. Ces Jeux olympiques d'hiver avaient été très importants pour la ville. Il y avait une grande campagne de communication, de discours qui s'élaborait autour de cette promesse de renouvellement urbain qui allait avec les Jeux olympiques. Il y a vraiment des objets partout dans la ville, pas que des objets égyptiens. La ville avait vraiment été investie par des transformations physiques, par une campagne de communication. Aujourd'hui, il n'en reste presque rien, sauf quelques bâtiments qui ont été bâtis à l'époque. Il n'y a pas de musée ou de centre de documentation ou d'élaboration publique autour de cette phase de la transformation de la ville. Il n'existe pas un espace où vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui s'était passé en 2006 dans la ville et dans le processus de transformation. Il reste quelques traces presque archéologiques totalement oubliées. Dans une des gares principales de la ville, il y a cette frise qui est assez extraordinaire et mériterait une conférence à part, qui fut organisée, mise ensemble à l'époque, ou peut-être peu après, je prends des détails, pour rassembler quelques symboles de la transformation en cours avec les promesses de modernisation, de rapprochement à la montagne, de reconversion culturelle, etc. Personne ne regarde cette frise, personne ne sait qu'elle existe. C'est le seul endroit de la ville où il existe quelque chose de comparable à une narration organisée sur la période 2006. Donc il faut vraiment utiliser des instruments d'archéologie des traces pour récupérer quelques images de cette période assez récente, mais pas tellement présente dans la mémoire publique. Cette frise est bien sûr mon sphinx. Mon sphinx, ce n'est pas en pierre, c'est un objet en plastique, en matériau plastique. Je ne me rappelle pas les détails chimiques, je vais vous les donner. Cette matérialité est un des aspects intéressants qui mérite une approche détaillée en quelque sorte à l'objet. Quand vous commencez à étudier ou à comprendre comment l'objet avait été produit, pourquoi et par qui, on trouve des traces qui remontent non pas à la politique culturelle de la ville autour de 2006, non pas aux histoires des antiquités égyptiennes de la maison de Savoie, mais plutôt un passé plus récent de la ville qui était la production, la centralité de la production automobile dans cette ville. Sphinx pour réaliser avec des techniques de moulage qui existaient dans la ville, qui étaient très fines et qui avaient été perfectionnées et étaient utilisées pour la construction de prototypes de carrosserie de voitures. Giugiaro Design était une firme de carrosserie très connue qui prêta son expertise pour le moulage de ces copies à échelle réduite de statues de la production. Donc voilà un premier signe que je trouve intéressant, le fait que la mémoire publique que cet objet est censé communiquer regarde un certain rapport de la ville avec la culture, avec l'histoire dynastique, avec une certaine façon d'élaborer le passé. Il y a une mémoire qui réside dans la matérialité de l'objet et dans son processus de production, qui parle au contraire d'une sorte de path dependence, de dépendance et d'incorporation de pratiques liées à l'histoire industrielle du XXe siècle, dont cet objet est un parfait témoignage. En 2006, on ne produisait plus beaucoup d'automobiles dans la ville, mais il y avait des savoir-faire qui pouvaient permettre de produire, par exemple, des sphinx en plastique. J'ai parlé d'une statue, mais ce n'est pas qu'une statue, et donc l'une des choses que je suis en train de chercher de faire à propos de cet objet, c'est aussi de conceptualiser sa nature hybride. Il y a
il y a un sphinx en plastique, il y a un piédestal avec des gravures qui communiquent quelque chose aux gens qui conduisent autour du rond-point. Le rond-point est totalement inaccessible, impossible de traverser la route dans ce point. Il y a une autoroute qui arrive, tout se passe très vite. Il y a un rond-point, figure clé de l'urbanisme à la fois du XXe siècle, de l'urbanisme néolibéral de la fin du début du XXIe siècle, au moins dans les villes italiennes. Vous ne le voyez pas dans l'image, mais il y a une ligne de tramway qui passe précisément dessous ce rond-point. Le sphinx est un objet hybride. Dans ce cas, l'hybride est à moitié statut public et moitié infrastructure. Et tous ces aspects, bien sûr, sont intéressants potentiellement. Ce n'est pas facile de les étudier, un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles on parlait du musée égyptien. Il y a plein de bonnes questions qu'on pourrait poser à cet objet pour comprendre quelques régimes de fonctionnement de la ville contemporaine et de son rapport avec ces symboles et ces espaces urbains. Quel est le statut d'entretien de cet objet, à la fois le sphinx et le gazon, par exemple? Qui est-ce qui s'en occupe? Quel est le régime de propriété de cet objet? Ce qui n'est pas très clair. Mes questions ont rencontré des réponses contradictoires, etc., etc. Il y a des pratiques qui se passent autour de cet objet que j'aurais voulu reconstruire. Là aussi, ce n'est pas évident de réussir à arriver à obtenir une légitimation en tant que chercheur auprès des institutions concernées pour trouver des sources fiables. Voici un cas où le regard micro-analytique devient problématique par rapport au choix de certains objets, par rapport à l'immersion de sources qui probablement existent, mais qui ne sont pas très faciles toujours à trouver. De ce point de vue, quelques objets un peu plus standards, si vous voulez, de la ville de la Praga sont plus faciles à étudier, bien que là aussi, il existe un problème d'archives de sources qui sont parfois remarquables, mais c'est le Tour, par exemple, qui sont un des symboles de la ville, très intéressante, bâtie par des coopératives à la fin des années 70, sont carrément plus faciles à étudier. Les archives de la coopérative existent, on a des témoignages, on commence à avoir des études, donc il y a des régimes différents d'accessibilité aux sources selon les objets que nous décidons sur lesquels nous décidons de concentrer l'attention pour agrandir l'histoire de notre espace. La piste de la matérialité, c'est une piste que je voudrais aussi suivre davantage. On pourrait essayer de comprendre d'où les matériaux plastiques venaient, quels étaient les fournisseurs, comment la chaîne de transport du matériau a marché dans le cas du sphinx, en sachant que c'est une piste méthodologique qui est beaucoup pratiquée aujourd'hui par les histoires environnementales de l'architecture, notamment. Pas toujours évident à suivre pour ce type de matériaux, où les flux de transport de ce type de matériaux n'est pas évident. Et finalement, il y a toujours le problème évoqué par Raymond Queneau en 58, qui finalement, on ne sait pas trop de quel type, ou jusqu'où peut-on arriver ce type d'analyse. Donc, ma première histoire est l'histoire d'un objet très petit, un peu bizarre, je l'avoue, qui évoque et recouvre plusieurs dimensions de la transformation urbaine, donc sur quelques-unes desquelles il offre des pistes d'analyse qui sont promettantes, je trouve. Et ces échelles d'analyse se trouvent à plusieurs échelles. À l'échelle urbaine, bien sûr, une partie de la ville, aussi la ville dans son ensemble, à l'échelle nationale, à l'échelle transnationale, à l'échelle coloniale, voire à l'échelle planétaire. Paradoxalement, dans ce cas, la seule échelle qui n'est vraiment pas forte dans l'analyse que je peux conduire jusqu'à maintenant est l'échelle locale. Il n'y a pas vraiment d'enracinement de cet objet sur les lieux. Pas de pratique, à ma connaissance, qui est investi cet objet de la part des habitants, par exemple, ou de la part d'un groupe de personnes qui puissent... C'est vraiment un objet un peu oublié. Donc, juste utilisé pour marquer les espaces de parking dans la grande surface avoisinante. C'est aussi un signe du fait que, à partir des histoires ou des enquêtes à l'échelle micro, ne veut pas dire forcément insister sur une échelle locale. Un objet microscopique peut évoquer des échelles d'analyse qui ne résident pas
dans l'endroit où l'analyse se fait. Ma deuxième histoire est plus traditionnelle. J'ai longtemps étudié l'histoire des quartiers d'habitation de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment ceux destinés aux classes moyennes. Et cet exemple est tiré d'une des études que j'ai fait à ce sujet assez récemment. C'est, une fois de plus, un exemple très petit dans son échelle. Je n'ose même pas l'appeler un quartier. Les concepteurs l'appelaient un village, le village de la Nebbia. La ville n'est pas la même. On se trouve à Reggio Emilia. Et ce groupe de 16 maisons fut construit à la fin des années 50 dans une zone d'expansion de la ville assez loin de la partie construite de la ville. C'est vraiment un exemple microscopique. Mais ce n'est pas parce que l'exemple est microscopique qu'il s'agit d'une micro-histoire, c'est toujours l'approche qui définit ce type de... Vous voyez dans cette photo les chefs de famille, si je peux ainsi dire, les mâles qui représentaient les familles du groupe des fondateurs et habitants de cet ensemble. Là, on voit immédiatement un désavantage d'observer, de partir de l'étude de questions plus vastes en analysant des questions assez proches. Cet objet particulier, ce groupe d'habitation, il appartient à un programme très connu dans l'histoire du logement social italien, c'est le programme Inacasa, qui à partir de 1949 promue la construction d'une série de quartiers dans plusieurs villes italiennes pendant 14 ans. Je crois que Angelo va nous en parler cet après-midi. Donc, ce qui est intéressant de cet exemple est que, en l'analysant, on entre dans une partie de ce programme qui est un peu latérale, qui n'a guère été étudiée. Il y avait une petite partie du programme dans sa deuxième version, c'est comme comme on l'appelait, qui donnait la possibilité à des coopératives d'habitants. Le programme était très centralisé en principe. C'était des quartiers il y avait une gestion centrale de la localisation de quartiers, de la distribution des commandes, etc. Mais à un certain moment, on a introduit une possibilité pour les habitants, s'ils étaient réunis en coopérative, de proposer eux-mêmes des projets en s'occupant de trouver le terrain, de fournir un projet, de se le faire approuver par la gestion du programme. Donc il y avait une petite possibilité d'intervention par le bas dans un programme qui était en général assez centralisé. Et l'étude de ce cas est très intéressante parce que les archives générales de l'INACASA n'existent pas, sauf pour quelques petites. Donc il est très précieux d'avoir des cas d'études qui permettent d'entrer dans les mécanismes du programme à travers des exemples spécifiques qui montrent comment ça marchait. Et comment ça marchait dans une partie du programme qu'on ne connaissait pas tellement. Voilà. Donc, un premier avantage d'une approche microscopique dans ce type d'études. C'est un objet que j'ai rencontré un peu par hasard. On m'avait demandé de tracer une biographie, on parlait de biographie aujourd'hui, d'un architecte urbaniste italien qui s'appelle Osvaldo Piacenti, qui était un peu le leader de cette opération. Mais j'étais en train de m'occuper de quartiers d'habitation, donc j'avais développé une certaine sensibilité pour le thème. Et donc à un certain moment, en feuilletant les publications, les catalogues des réalisations de cette coopérative d'architectes dont Piacentini faisait partie, qui s'appelle les CAI, j'ai un peu rencontré ces images et je commençais à soupçonner qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant. C'est vraiment par hasard un mix d'hasard et de prédisposition qui pose des problèmes, je trouve, parce que quand on théorise, comme je voudrais théoriser, qu'il est important d'étudier des grands processus à travers des cas d'études très spécifiques, le choix de cas d'études devient super important. Ils doivent être capables de mobiliser des sources et de raconter des histoires qui illuminent des histoires plus vastes. Et donc qui éclairent des histoires plus vastes.
Et donc, comment accepter le rôle de la chance, de la serendipity dans ce type d'approche qui, dans mon expérience, a été fondamentale. Ce n'est pas le seul cas où j'ai poursuivi des études assez poussées sur des objets spécifiques que j'ai rencontrés un peu comme ça, parfois par tentative et parfois en découvrant que, parfois en partant pour une étude qui allait dans un autre sens, avec des déviations, mais en arrivant à un certain moment à comprendre que certains cas d'études étaient intéressants à approfondir d'un certain point de vue. Il m'aurait été impossible de pointer à ce cas d'étude juste en observant ce qu'on connaissait en général sur les quartiers Casa del Fuoco. Il était carrément invisible depuis ce type de littérature. Il fallait en quelque sorte le rencontrer à partir de certaines perspectives d'enquête. L'histoire était très intéressante. Elle a quelque chose de spécial en quelque sorte. Tout d'abord, il faut conçu par un groupe d'architectes, donc quelques-uns des habitants du complexe. Donc quelques-uns, donc les architectes dessinèrent ce complexe Fina Casa en partie pour y aller habiter avec leur famille. Pas tous les habitants étaient architectes, mais disons un quart des habitants fondateurs et le groupe fondateur étaient mobilisés par ces architectes. Les architectes avaient déjà une expérience avec le quartier Fina Casa, ils en avaient déjà dessiné d'autres, donc ils savaient comment ça marchait. Ils pouvaient mobiliser des ressources cognitives qui leur permettaient de monter l'opération et de comprendre comment ça pouvait se jouer. Ils décidèrent, à un certain moment, quand cette fenêtre pour des financements s'ouvrit, de monter cette opération pour bâtir une petite opération immobilière pour eux et pour d'autres familles. Il s'agissait de familles qui faisaient partie de la personne. Cet architecte était organisé dans une coopérative, ce qui était très original en Italie à l'époque. Ils disent, je crois qu'ils ont raison, qu'ils ont été la première coopérative professionnelle d'architectes fondée en Italie en 1949, je crois. Ils avaient étudié au Polytechnique de Milan et ils ont fondé une coopérative très active dans la ville de Reggio Emilia, immédiatement après ça. Les habitants aussi étaient organisés en coopérative parce que la procédure demandait qu'il y avait une coopérative d'habitants. Les deux coopératives ne coïncidaient pas. Ils avaient des membres en commun, mais elles ne coïncidaient pas. Et bien sûr, la coopérative est un instrument clé dans l'Italie de l'après-guerre, mais aussi dans d'autres pays européens, pour la construction de l'habitat des classes moyennes, dans le cas de l'Italie plus particulièrement, pour favoriser l'accession à la propriété du logement, comme un instrument de politique sociale que le gouvernement de la démocratie chrétienne poursuivait de façon très forte. Il y avait aussi un autre côté qui est intéressant, et c'est que quelques membres du groupe fondateur étaient catholiques, mais non pas catholiques d'une façon générique, qui manifestaient une adhésion très forte à une certaine vision du catholicisme social italien, dont la figure de référence est Giuseppe Dossetti, qui fut une figure assez importante, bien qu'un peu latérale, si vous voulez, de la démocratie chrétienne à l'époque. Osvaldo Piacentini fut à un certain moment candidaté, non, il ne fut pas candidat, il soutenait Dossetti dans sa candidature comme maire de Bologne à un certain moment, le célèbre livre blanc sur Bologne, qui fut publié et qui contenait des parties écrites par Piacentini en support de ça. Cette vision, je n'arriverai pas à dire que toutes les familles du complexe partageaient cette vision catholico-sociale, mais une majorité des familles, sans doute. Dans l'histoire du complexe, 3 des membres fondateurs devinrent diacres de la paroisse entre les années 70 et 80. Ça vous dit quelque chose sur la force, en quelque sorte, de ce discours collectif, si c'est le et qui, ce qui faisait de ce petit projet un projet intéressant, parce que d'un côté, c'est un projet vraiment classe moyenne dans ces imaginaires résidentiels. Il y avait une certaine idée de confort habitatif. Il y avait aussi l'idée de construire un micro-ensemble où les espaces collectifs étaient importants et il y avait des rituels de la vie collective, y compris des rituels religieux, qui pouvaient avoir lieu dans ces micro-espaces collectifs. Mais il y avait aussi, dès le début, une idée d'un rapport avec le territoire, inspiré par cette vision catholique de mobilisation sociale sur le territoire pour accompagner en quelque sorte la transformation de l'expansion des villes.
Donc le complexe n'était pas renfermé en soi, mais construit autour d'une idée de communauté qui s'ouvrait vers le territoire. Cette idéologie est très forte dans les écrits de Piacentini de la période. Et on le voit, elle revient dans les mémoires des familles et des personnes, dans les écrits. Là, c'est un livre que les habitants ont publié sur le quartier en 1990. Comme dans beaucoup de quartiers de l'après-guerre, on a aussi des autonarrations et des autopublications et des fonds d'élaboration de la mémoire collective qui existent en certain moment qui sont publiés et qui ne se préservent que dans les archives des familles. Un aspect intéressant de cette histoire qu'on voit, c'est un autre aspect qu'on voit quand on rentre dans l'histoire, c'est la façon dont les promoteurs de ce quartier utilisaient des langages différents selon la situation dans lesquelles ils se trouvaient, selon les publics ou les interlocuteurs auxquels ils parlaient. Si vous lisez et si vous voyez le projet fut publié en une ou deux occasions, notamment sur l'architecture iconica storia, qui était la revue de Bruno Zevi en 1962. Si vous lisez la présentation de ce quartier, c'est une présentation purement technique. On insiste un peu sur la qualité de la vie communautaire qui est favorisée par la disposition des bâtiments, mais on insiste aussi sur la réplicabilité de ce type d'organisation de l'espace dans d'autres contextes nationaux et internationaux. C'est présenté comme une évolution du modèle rationaliste qui vise à favoriser les échanges communautaires entre les habitants. Aucune mention de la dimension religieuse, qui était super importante dans la vie communautaire des habitants. Il y avait une sorte de purification de ces aspects quand on présentait le projet à la municipalité ou en revue d'architecture. C'est un très... quelques autres promoteurs ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient manipuler des langages différents par rapport à cette opération, en parlant avec des interlocuteurs différents. Ceci dit, ce type de croisement entre différents niveaux de pratique aussi provoquait des contradictions aussi dans l'histoire du complexe. Là, vous voyez cette image de 3 enfants, c'était déjà beaucoup, c'était quand même une famille nucléaire. Au moins dans 2 cas sur les 16 maisons, les comportements reproductifs des familles ont fait que la famille Piacentini, après un certain moment, a dû acheter la maison d'à côté pour accueillir les 12 enfants et les grands-parents qui habitaient avec la famille sur le même toit. Donc il y avait une sorte de tension entre un certain type d'imaginaire social qui faisait partie du comportement des habitants et un autre type d'imaginaire social qui inspirait certaines représentations à la fois planétique et photographique. Là aussi, ce sont des aspects que vous voyez quand vous entrez dans l'histoire. Ils restent invisibles sur votre histoire. Et aussi d'autres aspects de cette histoire. Et aussi, il y avait une multiplication des échelles qui se jouait aussi sur un plan technique. Le village, qui est en rouge, était très loin du centre de la Julie, dans une partie de la ville qui n'était pas encore planifiée. Mais peu après son complètement, 3 ans après, Piacentini, qui était un des urbanistes les plus connus en Italie à l'époque, fut chargé par la ville de rédiger ce qu'on appelait le PEP, Piano per l'edilizia economica e popolare. C'est un plan de localisation des zones pour la construction de logements sociaux pendant une décennie. C'est un grand plan, inspiré par... c'est un nouvel instrument d'urbanisme dont le but était de faciliter un dialogue entre les instruments généraux d'urbanisme et la localisation de complexes de logement. Et donc, dans l'espace de 3 ans, Piacentini se trouva dans la position, en quelque sorte, de préfigurer le développement possible de la ville qui allait se construire autour de sa maison qu'il habitait. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse de ce plan. C'est intéressant ce type de positionnement où le rapport entre habiter un lieu et le territoire se joue à la fois sur le plan de l'action, sur le territoire quotidien dans la paroisse, par exemple, sur le plan technique, sur le plan de la vie quotidienne domestique, qui était
pourquoi, dans ce cas, il est intéressant d'adopter une approche micro de complexe d'habitation? Tout d'abord, pour suivre ces logiques, pour comprendre les logiques des pratiques et les logiques de comportement, donc quelques acteurs-clés et qui transparaissent quand on analyse de près la documentation. Et aussi le croisement entre ces logiques. Et aussi, avantage qui n'est pas petit, c'est aussi une perspective qui permet d'identifier des objets qui resteraient invisibles depuis d'autres perspectives. Ce quartier avait été quelque peu publié dans quelques publications américaines, toujours de façon assez marginale. Il n'était pas inconnu. Il paraissait dans des catalogues, par exemple, d'architecture moderne dans la région, toujours avec, je sais pas, des lignes, tout ça. Ceci dit, les raisons pour lesquelles cette histoire est intéressante étaient complètement invisibles quand on raisonnait sur le quartier Inakaza à grande échelle. C'est impossible de capter la spécificité de cet objet à partir des histoires sectorielles sur lesquelles l'histoire des villes et de l'architecture de la Pagara a souvent été bâtie. Les histoires de l'habitation, les histoires de l'aménagement, les histoires sociales, les histoires religieuses, sont toutes les histoires qui avaient en quelque moment croisé cet objet, mais qui étaient incapables de voir les interconnexions entre ces plans qui font de cet objet un objet intéressant. Donc, voici un cas, je crois, où l'attention à la recherche d'un cas d'étude qui puisse parler de quelques phénomènes amène à identifier des objets qui restent invisibles depuis d'autres perspectives et depuis d'autres échelles d'analyse. Et j'ai encore le temps pour la troisième histoire. Ouais, on va passer vite sur la troisième histoire. Qui est aussi une histoire de quartier, mais c'est vrai d'un point de vue un peu plus latéral. Qui est le point de vue de cette surface d'eau que vous voyez dans cette image. Ça arrive souvent, en pratiquant des histoires aujourd'hui, d'essayer de pratiquer des stratégies d'inversion du regard, de revenir sur des objets qu'on croit connaître très bien, qui ont parfois déjà été étudiés, en choisissant le point de vue qui nous permet de dire des choses qui sont nouvelles, au moins suffisamment intéressantes pour ajouter quelque chose à ce qu'on sait déjà. L'histoire environnementale des villes et de l'architecture a tendance à pratiquer ce type de stratégie assez souvent. Et il y a un champ qui est l'histoire environnementale des quartiers d'habitation de la deuxième moitié du XXe siècle qui est encore un peu à apprendre. C'est facile d'énoncer, de dire devant vous qu'il faudrait le faire. Il n'existe pas des milliers d'études qui sont en train de faire ça de façon intéressante. Donc voilà, nous sommes revenus à Turin, nous sommes revenus à la périphérie de Turin. Et nous sommes en train de regarder une partie de la ville qui n'est pas loin de la partie qu'on a observée précédemment, où on voit au centre de l'image deux quartiers dont l'un est assez très connu. C'est encore un quartier Inakaza. Je ne sais pas si Angelo va le montrer tout à l'heure. C'est le quartier de Falkela, ici. Une des réalisations les plus connues inspiré par des modèles nordiques à l'extrême périphérie de la ville, vraiment. Aussi parce qu'on voulait être libre de plans régulateurs et pouvoir disposer. Bon, je ne rentre pas dans les détails de cette histoire qui n'est pas le centre. Vous voyez, là c'est le quartier des années 50, moitié des années 50. Et là vous voyez l'extension de ce quartier construite vers la fin des années 70, deuxième moitié des années 70, dans le cadre d'une autre politique de quartier, après une loi qui s'appelait 167, la loi date de 62, mais disons que c'est la même loi qui avait amené Piacentini à rédiger le plan que vous avez vu. Donc là aussi, Turin avait localisé, à la suite de ces PEP, des zones pour construire de nouveaux quartiers de logements sociaux. Et la stratégie avait été souvent de redoubler des quartiers qui existaient déjà. Donc dans ce cas, on avait construit un nouveau quartier pour redoubler et renforcer en quelque sorte la présence d'habitat social dans cette partie de la ville. Ce quartier s'appelle Falkela, et ce quartier en haut est Nuova Falkela, la nouvelle Falkela qu'on a construite à la fin des années. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce quartier, mais je vais
me concentrer un peu sur cet espace que vous voyez ici. Cet espace aujourd'hui est un parc, un très beau parc, récemment ouvert en 2020, qu'on appelle Laghetti di Falkea, à la suite d'un croisement entre les occasions de financement que la ville a su attraper, en quelque sorte, et quelques mobilisations locales qui poussaient pour la transformation de cet espace qui était un peu abandonné dans un espace public. C'est un très bel endroit, naturel, en marge de la ville, un peu bordé par des autoroutes, le bruit est un peu... Mais ceci dit, c'est un parc. C'est un parc qui a une origine que vous pouvez aisément deviner, je crois, et qui est ce type d'origine. C'est un parc, le lac est un lac artificiel qui s'est créé comme conséquence indirecte du mouvement de terre et des excavations qui ont été conduites au cours surtout de la deuxième moitié des années 70, où la construction simultanée, à la fois de Falkea Nuova, donc vous voyez un projet en haut, le lac serait à peu près ici, dans ce dessin, et le complètement de la tangentiale, de la rocade routière, le Turin, à la même époque. La construction du quartier de Falkea Nuova et de cette infrastructure, qui est très proche, se font en même temps et comportent des excavations massives qui laissent un trou. Ce n'est pas le seul trou qu'on retrouve autour de la tangentiale de la rocade turinoise. L'eau était très présente dans ces campagnes. Ce trou se remplit, devient très vite un espace d'eau. Avec une naturalisation progressive de cet endroit que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas une histoire exceptionnelle, on en trouve dans plusieurs villes. Il serait intéressant de monter un projet comparé sur ce type d'espace. Il est impossible de voir ce trou dans la documentation à propos de difficultés de source quand on pratique la marsothérapie. Vous voyez, bon, là c'était trop tôt, c'était début des années 60, les excavations n'étaient pas encore là. Et dans tous les dessins des années 70 sur la construction du quartier ou sur ce que j'ai pu voir pour l'autoroute, les excavations et les mouvements de terre ne sont jamais représentés. Sinon, en termes quantitatifs, on a des tables avec des chiffres. On a parfois pour le quartier des sections, où on voit les éléments de terre pour l'élément de route. Mais cet endroit spécifique est totalement invisible dans la représentation. Que ce soit cartographique ou écrite, il n'y a pas de document spécifique sur ce lieu. Sauf, dans quelques cas exceptionnels, vous le voyez en quelque sorte à l'inverse. Là, vous avez un projet du début des années 80, une proposition qui a une histoire très intéressante, j'en passe, mais pour l'extension, une ultérieure extension du quartier Falkea dans cet endroit, dans l'espace qui est occupé par le lac, un projet qui utilise le sous-baissement du lac pour imaginer qu'il existe des services collectifs placés plus en bas par rapport aux habitations, etc. C'est la seule trace visuelle que je peux trouver de cet espace dans la documentation des années 70, 80, 90. C'est un projet intéressant parce que l'idée c'était d'avoir des bureaux, des logements de classe moyenne, donc de favoriser une plus grande mixité dans un quartier qui était devenu assez problématique. Donc on trouve, il existe plusieurs quartiers des années 70 où vous avez un lac près de maisons. Ce sont souvent des lotissements spéculatifs. Milan Bouvet, de Silvio Berlusconi, qui est dans une période qui était bâtie autour d'un lac artificiel. Là, vous avez le même processus, mais qui s'opère par des conséquences inattendues de processus d'extraction de matériaux, essentiellement. Les thèmes que ce type d'objet soulève sont très intéressants. Il évoque le thème de la naturalisation des milieux métropolitains à partir d'une série de textes classiques que j'aime bien toujours évoquer. Richard Naby et son The Unofficial Countryside, un livre magnifique de 1973, si vous ne le connaissez pas, lisez-le, sur Londres. Mais aussi une littérature plus récente qui insiste sur la codépendance et la transformation des lieux
dans les processus de transformation métropolitaine du 19e et du 20e siècle. Le livre de Jane Hatton, Reciprocal Landscapes, est peut-être un exemple assez connu de ce type d'approche. Dans ce cas-là, on observe la co-transformation de lieux qui sont très distants, parfois. Central Park est une île au Pérou. Là, peut-être, là, c'est plus proche. Il y a une co-transformation de lieux qui sont assez proches. On transforme le paysage d'un côté pour obtenir quelque chose à proximité. Mais le principe n'est pas très différent aussi par rapport à l'invisibilité de quelques parties de ce processus dans la documentation et dans la narration qu'on a sur lui. Cette histoire est aussi intéressante par rapport à d'autres questions, et là aussi, il fallait entrer dans l'histoire pour le voir. Donc, c'est aussi un cas où commencer à s'occuper d'un lac, on ne sait pas vraiment pourquoi, amène à retrouver de la documentation qui évoque le processus qu'on n'avait pas voulu, qui était difficile à voir depuis d'autres perspectives. Dans ce cas, c'est une histoire énorme qui émerge un peu du fond du lac dans cette enquête, et que le lac est, donc là c'est Falquera. Falquera Nuova est à peu près ici, le lac est à peu près ici. Une des choses qu'on découvre en faisant cette recherche, c'est que toute cette partie de la ceinture de Turin avait été achetée dès la fin des années 50, je crois, par peut-être le plus grand groupe immobilier italien de l'époque, qui était la Società Generale Immobiliare. Il y a une vaste littérature stigmatisante sur ce que la Società Generale Immobiliare a fait dans les villes italiennes de l'époque. C'était un groupe basé à Rome, très lié au Vatican, qui a construit de nombreuses villes italiennes, notamment à Rome et Milan, des complexes d'une dimension assez considérable. Et au début des années 60, la Società Generale Immobiliare pratique une stratégie d'acquisition foncière à la périphérie nord de Turin pour imaginer de construire une ville satellite dont la dimension reste un peu floue, entre 60 000 et 80 000 habitants selon les phases de la discussion. En tout cas, énorme pour le type d'organisation métropolitaine que Turin avait à l'époque. Cette proposition fait surgir pas mal de conflits entre les élus et aussi les urbanistes et les techniciens. À cette époque, Turin est en train d'élaborer un plan intercommunal pour la ceinture qui entre en crise justement pour la parution de cette initiative. Donc là, il y a une interférence. Le quartier de Falquera Nuova, que vous avez vu ici, était déjà planifié sur des terrains qui avaient déjà été achetés par la Société Générale Immobiliare. Et donc, vous pouvez le voir comme un choix de la ville de Turin d'aller contre cette opération en plaçant sur cet endroit de logements sociaux. Le terrain était à mi-chemin entre trois communes. Il y avait Torino et puis Settimo Torinese et Borgaro Torinese. Bon, il y avait trois villes qui étaient concernées pour ça. Pourquoi cette histoire est intéressante? D'abord parce que le lac, il est sur des terrains qui sont concernés par cette opération. Cette opération n'aboutira à rien, mais les discussions et les tentatives de la société de concrétiser cet investissement vont se prolonger jusqu'aux années 80. Là, vous avez une tentative des années 60 de faire trouver un plan pour la commune de Borgaro Torinese qui intégrait dans l'expansion de la ville cette nouvelle zone résidentielle mixte, finalement, de 60 000 habitants. Borgaro avait 3 000 habitants à l'époque. Des vues du projet qu'on peut retrouver dans quelques publications dans les documents de la Société Générale Immobiliare. Et donc, c'est une histoire intéressante. C'est une histoire intéressante aussi parce que une des raisons pour lesquelles cette zone, la zone du lac et de l'excavation, ne se transforme pas pendant les décennies qui suivent, c'est précisément à cause des conflits et des tentatives de spéculation qui sont poursuivies. Donc il existe des stratégies foncières et immobilières qui provoquent des conflits et des décélérations, peut-être, on peut utiliser, qui indirectement permettent la stabilisation de cet endroit et de sa naturalisation. Apparemment, rien ne se passe, et donc le lac se développe. En vérité, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qui n'arrivent pas à aboutir à un résultat concret d'un point de vue immobilier. Et cette histoire est une des conditions paradoxales qui permettent à ce lac d'exister.
Ces terrains, la société immobilière n'existe plus, mais les terrains ont une histoire, ils existent encore en tant que propriété. Quand le parc a été institué, une des questions qui ont été affrontées était un échange de... C'est pour me dire que je suis en retard. Bon, c'est ça. Avant de sécuriser le parc, il a fallu résoudre cette question foncière en autorisant un déplacement de cubature, de droit vérificatoire sur une autre partie de la périphérie nord du Jura. Une petite partie de ces ententes spéculatives a été finalement satisfaite au moment de la création du parc. Pour rendre la création du parc possible. Bon, écoutez, j'ai presque fini, je vais aller vite. C'est une histoire super intéressante, surtout parce que les divisions sur ce projet très ambitieux, un peu regroupent de façon inattendue parfois le positionnement des techniciens et des élus. La ville que vous avez vue, Bordeaux, est une ville gouvernée par le Parti communiste. Et le maire de cette ville n'était pas tout à fait défavorable à ce projet qui avait des occasions, des services pour la ville. Et il y en avait aussi parmi les urbanistes proches du Parti communiste qui pensaient qu'au fond, ce type d'opération aurait pu créer une grande zone urbaine qui aurait intégré les quartiers populaires au sud en permettant à ces quartiers d'être moins marginalisés et intégrés à des services, etc. C'est une partie minoritaire du Parti communiste, mais ces positions existaient, donc le Parti communiste se trouve à un certain moment, le Parti communiste local a imprimé des pamphlets contre ses propres municipalités dans le cadre de ce type de truc. Voilà. Après, l'histoire est assez linéaire. Falquera Nuova, surtout, n'est pas un quartier perçu comme assez défavorisé. Il a été construit à un moment où la vague de migration ne rencontrait plus dans la ville des occasions de travail suffisamment fortes pour l'accueillir. C'était tout de suite perçu comme un quartier en crise, traversé par les phénomènes de criminalité et aussi de stigmatisation sociale que vous pouvez imaginer dans ce type de quartier. Et le lac reste inobservé et inexistant dans les discours publics autour de ce quartier pendant des décennies. Il devient l'objet de pratiques informelles. Il y a des pêcheurs qui, je crois, ramènent des poissons dans le lac et après vont pêcher. Il devient un lieu de pêche informel. Pas le seul. Toutes ces excavations renaturalisées à la ceinture de la ville ont été l'objet de pratiques de pêche informelle pendant des années. Il devient une décharge illégale, c'est un espace assez flou, disons. Jusqu'à ce qu'il y ait un tournant qui se place autour des années 2000, quand dans le discours autour de la régénération des quartiers en crise, il y a un grand moment en Italie où Turin est assez forte. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il y a à la fois une disponibilité d'argent pour des politiques de régénération des quartiers en crise, des politiques assez innovantes poussées par la municipalité. Dans ce contexte, il y a plusieurs quartiers qui sont touchés, et dans le contexte de Falquera, on voit paraître pour la première fois dans les descriptions autour de ces quartiers, de leur potentiel, de la situation de service public, la mention de cet espace renaturalisé comme quelque chose qui fait partie du quartier, qui est finalement partie au centre propre du quartier et qui peut être intégré dans une stratégie de régénération. C'est l'origine de la construction d'imaginaire. Rien ne se fait à l'époque, mais on trouve là l'origine d'une construction d'imaginaire autour de la possible intégration de cet espace dans une nouvelle vision du quartier qui amène finalement, quelques 20 ans après, à la création du parc. Donc voilà, de ce point de vue, c'est une histoire qui est enfin heureuse. C'est une histoire où un quartier en crise arrive, grâce à la mobilisation, à obtenir qu'un espace naturel de qualité soit devienne une ressource pour le quartier. Ce n'est pas le type d'histoire que l'histoire environnementale aime raconter, ce sont plutôt vers le désastre, n'est-ce pas? C'est toujours difficile pour les histoires environnementales de raconter des histoires qui ont une fond de ce type.
Mais derrière cette linéarité, il y a des aspects intéressants qu'on voit quand on rentre dans le spécifique des histoires. Notamment ces contradictions qui font qu'on a là une histoire qui est sans doute une histoire d'extractivisme et de marginalisation sociale poursuivie par les élites de la ville, de façon vraiment très active, mais qui en quelque sorte se renverse dans son contraire. Elle produit des conséquences inattendues, et entre ces conséquences inattendues, il y a la création d'un espace naturel qui devient une ressource pour le quartier avec le fil de décennies. C'est difficile à conceptualiser de façon binaire. Il n'y a pas de. On a bien sûr on a des méchants acteurs de l'histoire, mais ces méchants acteurs de l'histoire provoquent, sans s'en apercevoir, donnent au quartier le moyen de se tirer d'une condition à un certain moment qui est c'est intéressant. Bon, j'ai presque terminé. Presque. Donc, je vous ai raconté 3 objets, donc peut-être 3 histoires, qui évoquent 3 pistes de recherche que j'ai pratiquées de façon un peu parallèle et parfois croisée au cours de ces dernières années. Le premier évoque mes études sur la mémoire, sur l'usage public du passé dans les vie contemporaine. Le deuxième objet évoque mon intérêt pour l'histoire des habitats résidentiels ordinaires, surtout pour les classes moyennes. Et le troisième objet, mon intérêt plus récent pour l'histoire environnementale de l'architecture croisée à l'histoire environnementale des retraites. Dans leur ensemble, je crois qu'ils montrent quelques avantages potentiels de l'utilisation non exclusive, mais en combinaison avec d'autres stratégies de recherche, d'une approche, je ne sais pas si c'est micro-historique, mais disons micro-analytique à l'étude des villes, des architectures de l'après-guerre. La possibilité d'observer des objets et des phénomènes, y compris des phénomènes à grande échelle, qui restent invisibles depuis d'autres perspectives de recherche. La capacité d'écouter, mais aussi de déceler la rationalité des acteurs de façon fine et non stéréotypée, ce qui parfois arrive quand on reste trop loin de la dimension des choses, en quelque sorte. Et aussi, la construction d'histoires non linéaires, ouverte à la reconnaissance de l'ambiguïté de la contradiction, et aussi cette capacité que les micro-histoires ont traditionnellement de devenir des instruments de contestation, de narration trop stéréotypée et trop la capacité de mettre en doute ce qu'on croit déjà savoir, en quelque sorte, sur un phénomène historique, sur la construction des paysages de l'après-guerre, en ce terme. Derrière tout ce mouvement, il y a quelques enjeux qui, pour moi, sont finalement des enjeux qui concernent les stratégies de généralisation en histoire urbaine et en histoire de l'architecture. Ou en d'autres termes, la capacité, dans nos domaines d'études, de pratiquer des généralisations qui ne dispensent pas, qui ne se passent pas de la spécificité de l'histoire et de notre capacité de percevoir les nuances, en quelque sorte. C'est aussi, je vais vous montrer 3 cas d'études dans un esprit qui n'est pas celui de l'accumulation de cas d'études de façon cumulative. On fait souvent dans nos secteurs. On étudie un certain cas, après on étudie un autre, on va à une conférence où on présente 50 cas d'études, et on peut avec le montage de 50 cas d'études, d'avoir une connaissance d'ensemble dans certains phénomènes. Ceci est vrai dans un certain point de vue, mais c'est aussi problématique, je trouve. On n'arrive vraiment jamais à la construction de ce savoir cumulatif qu'on voudrait approcher. Donc, ces histoires naissent d'une impatience, du désir d'atteindre un quelque niveau de généralité dès le début de la recherche. Et de pratiquer la recherche comme un mouvement entre les échelles, depuis le particulier jusqu'au général, et du général au particulier, un aller-retour continu qui ne se résout pas dans la généralité, mais qui utilise la généralité comme instrument de retour sur le lieu ou sur d'autres lieux pour apprendre d'autres choses. Ou le pari, très ambitieux et donc destiné inévitablement à la faillite, est de construire une stratégie de recherche qui permette d'entrevoir le général dans le particulier
inversement. Il en va de soi que le choix des histoires, le choix des habitudes stratégiques dans ce type de recherche est très problématique aussi. Dans les histoires que je vous montrais, j'ai l'impression, et là c'est plutôt mon conditionnement personnel, que le regard, l'utilisation du regard comme élément de sélection préliminaire, ait été central. Je ne sais pas si, je crois qu'on ne puisse faire partir d'autres. Et voilà, c'est la restitution d'une expérience très personnelle, je l'avoue, mais dont l'élément intéressant n'est pas la dimension autobiographique, mais plutôt, j'espère, les quelques questions d'intérêt commun que cette petite histoire peut soulever. Merci. On a quelques minutes pour prendre des réactions, des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre Marcelo et Osvaldo, cette semaine? Non. Non, non. Ils ne sont pas du tout Non, c'est ça. On prend bien le temps. Une suggestion, donc moi c'est ce premier exemple du Sphinx. Roland Barthes dans la chambre faite parle du zoom pour essayer d'expliquer pourquoi certaines photos attirent son regard et que c'est ces détails qui ont une dimension narrative. Je trouve que c'est un petit peu la même chose que vous proposez à partir de la ville et en partant de cette dimension du regard sur laquelle vous avez compris. On s'arrête sur des objets qui parfois nous questionnent et c'est vrai que Barthes proposait là un concept pour essayer, là aussi partant d'une incertitude méthodologique, ce concept de certaines photos l'intéressait, il ne comprenait pas pourquoi il avait proposé ce concept-là pour essayer de mieux comprendre sa propre méthode de recherche. Est-ce que c'est un concept qui vous semble applicable à l'histoire de fait? Je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas une notion que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Et dans mon cas, c'est plutôt l'observation des paysages bâtis, des paysages réels. Mais je trouve tout à fait pertinent. Je vais vérifier si peut-être par exemple paysage. C'est un concept qui m'avait été suggéré par un collègue qui travaillait en histoire de l'architecture sur le détail constructif. Et il avait proposé cette catégorie critique pour certains détails constructifs qui, en quelque sorte, expliquaient un processus constructif beaucoup plus large. Dans certaines architectures, il y avait des exemples de Carlos Carpa qui expliquait un processus beaucoup plus large. C'est une réflexion plutôt en histoire de la construction, mais qui, à mon avis, pourrait être appliquée aussi à d'autres échelles de réflexion. Très intéressant. Moi, je trouvais ça vraiment très stimulant parce que merci pour cette conférence. Ça rencontre plein de questions dans mes propres recherches et je me demandais quelque part dans ta perception, est-ce que le point de départ, quand même, c'est pas d'abord le général qui attire ton attention sur le particulier? Si je prends le premier exemple, l'exemple du Sphinx, t'interpelle parce que tu as déjà une grille d'analyse générale à y appliquer. J'ai bien compris le jeu, je trouve ça passionnant de dire justement c'est l'idée d'un dialogue entre les échelles. Parce que le point d'entrée, tu es entré par une photographie du détail. Parce que le point d'entrée n'était pas le général, en fait. J'insiste pas, pour dire que c'est une question qui, justement, moi-même, ça m'intéresse, c'est un parcours qu'on pense, en fait, sur ce type de problématique. Ouais. Dans mon cas, c'est sans doute comme ça. J'avais une obsession pour ce lieu, il y a des décennies, qui était obsédé par le tour debout, mais je n'avais rien fait. Mais c'est vrai que j'ai commencé à conceptualiser cette recherche qui a débuté assez récemment, après avoir concrétisé des études sur l'usage du passé de la contemporaine, sur la représentation de la mémoire, sur les rapports entre histoire scientifique des villes et communication publique autour du passé. Donc, le point d'entrée pour moi est plutôt ce type de questionnement. Il m'est arrivé assez souvent qu'avoir quelques questions en tête m'amène dans l'exploration à la fois des documents et des paysages à
pointer certains objets ou certains détails qui me semblent pouvoir évoquer des nuances intéressantes de ce type de problème. Donc oui, c'est vraiment un va-et-vient. Et dans l'histoire de quartier, ça m'est arrivé assez souvent que l'étude rapprochée d'un quartier qui posait des questions spécifiques m'a mené à identifier d'autres lieux que je n'aurais pas vus auparavant parce que j'avais peut-être quelques questions dont je pouvais explorer l'histoire. Donc de ce point de vue, c'est là que je vois un mouvement entre le particulier et le général qui ne se traduit pas dans une généralisation une fois pour toutes, mais plutôt dans la construction progressive d'une compréhension générale des choses à partir d'explorations successives. Moi, j'ai une question sur le dernier exemple. Si en fait ce lac qui est en fait invisible, inconnu, dont on ne parle pas dans les archives publiques, malgré tout, ce lac, il est forcément connu parce qu'il a une valeur foncière. C'est-à-dire que le terrain, il est, à un moment donné, si j'ai bien compris, acheté par la collectivité pour contrecarrer un autre projet d'investissement immobilier. Donc à partir du moment où le lac a une valeur foncière, même si cette valeur peut être en fait déplacée dans le temps, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment la collectivité fait le deuil de cette valeur foncière pour installer un lac. Et ce qu'on sait, c'est généralement, quand on installe en fait un parc, une promenade, il y a une contrepartie qui est d'investir à côté un écoquartier, ou d'investir quelques logements, de manière à retrouver la valeur foncière et globalement la plus-value que la communauté est en droit d'attendre. Donc est-ce que c'est ce cas-là Alors dans ce cas-là, la contrepartie existe, je n'ai pas montré le projet, mais il existe un prétendu écoquartier en cours de réalisation d'ailleurs, pas très grand. On croit le plus assez proche au quartier de Falquera, qui a été autorisé en forme de compensation pour la destination publique de ce lieu, qui était de propriété privée. Le lac a toujours été de propriété privée depuis le début de l'excavation jusqu'à la création du parc. Je reviens à cette image juste pour expliquer mieux le processus. C'est assez intéressant finalement. C'est où? Non, on peut le voir depuis là. Donc, Société Générale Immobiliare achète le terrain à cette époque, avant cette époque. Donc, le quartier de Falquera Nuova n'existait pas. La tangentiale qui va arriver par là n'existait pas encore. Mais après l'autorisation de ce quartier-là, le groupe décide que la partie turinoise de terrain est plus intéressante. Ce qui reste sur la partie turinoise, Turin n'ira jamais autoriser quelque chose sur cette partie. Et donc, il vaut mieux, Settimo Torinese qui est là aussi est un peu hostile à cette hypothèse, donc ils se concentrent sur cette hypothèse qui touche une autre commune qui est Borga. Le reste, et qui est la plus grande partie de la propriété foncière. Donc, c'est une propriété foncière privée, mais qui est un peu laissée de côté, parce qu'elle ne semble pas rentable. Il existe des tentatives, dont le projet que je vous ai montré, celui-là, qui est une tentative des années 80, faite par des architectes proches du bac communiste par ailleurs, de rentabiliser ce travail en proposant une intégration du quartier avec des donc oui, le côté foncier est fondamental de cette histoire. La valeur d'attente de cette terrain c'est une des dimensions de l'histoire de clé, je trouve. Qui, à mon avis, explique d'autres transformations plus visibles de façon directe. Ouais. Oui, c'est un commentaire. Moi, j'ai entendu aussi ta conférence comme une sorte de contrepoint de plus en plus nécessaire que tu la montres au début, c'est-à-dire le gigantisme turinois, la quantité dont tu dis, cette banalisation. Donc c'est aussi, alors la référence micro-historique, qu'on voit bien d'où elle vient pour ce que tu viens d'Italie, et qui n'est d'ailleurs pas quelque chose de très pratiqué en France, même si on admire beaucoup l'école italienne, et quand même, c'est une nation. Mais par contre, dans notre domaine, qui est ces questions de ce que tu appelles l'histoire urbaine, c'est quand même, je pense que c'est
peut-être important en effet de rappeler qu'il faut atterrir quoi, en fait, sur des espaces de vitres et enfin voilà. Donc je pense que je l'ai surtout entendu comme ça et à travers ces trois expériences de recherche ou de connaissance que tu as eues. Merci. Un des enjeux de mon point de vue, ce n'est pas forcément le résultat de ma recherche, mais c'est un enjeu que je vois, est un enrichissement des discours publics autour de ce que représente l'héritage, le legs de la ville du XXe siècle. La façon d'articuler la compréhension de la ville, des quartiers, dans le discours public des élus, mais aussi les journaux, etc., est souvent très stéréotypée et inspire des politiques qui sont très stéréotypées. Donc, produire des narrations qui soient plus vivantes et qui donnent un sens de la complexité et de la richesse aussi des histoires du XXe siècle est pour moi une stratégie potentielle. J'aimerais avoir du succès sur ce plan, je ne suis pas sûr de l'avoir. Mais pour moi une stratégie potentielle qui vise, de mon point de vue, à influencer une certaine représentation publique des territoires qui devrait, c'est pour moi la situation italienne, j'arrive pas à dire quelque chose sur la France, qui a besoin vraiment de s'enrichir, de se nuancer pour pouvoir produire des actions sur le territoire qui sont vraiment désastreuses de ce qu'on voit le plus également. J'ai déjà posé la question. Donc tu es italien et effectivement la Microstoria, c'est rappelé, c'est une riche école. Et être italien en général, ça veut aussi dire s'intéresser à l'automobile quand même. Toute cette identité automobile. Et pour ton Sphinx, je suis surpris que tu n'aies pas poursuivi dans cette voie, peut-être que tu as eu cette idée, parce que en fait c'est vraiment du roadside architecture, c'est un objet qu'on voit en voiture, hein, c'est bien ça, c'est un rond-point, et nous en France on connaît bien les ronds-points, ces magnifiques objets qui sont des ronds-points. Et là aussi, on a des tangentiels, comme tu l'as dit. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Surtout à Turin, quand même, plus. Et ce lien entre le soin et aussi tu évoquais cette entreprise-là qui formait les carrosseries automobiles. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, sinon que je suis d'accord sur le fait que je pourrais pousser davantage dans cette direction, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais c'est vrai que ce côté automobile de cette histoire est très puissant et que dans ce cas du Sphinx, c'est vraiment une des morales de mon histoire, ce n'est pas la représentation c'est moins la représentation du musée égyptien qu'une sorte d'incarnation bizarre de toute l'histoire de la ville au XXe siècle qui se réduit aujourd'hui. L'automobile n'est plus là. Rien n'est plus là. C'est une reproduction faite avec des techniques très sophistiquées qui n'est faite que pour être vue par l'automobile. C'est sans doute un niveau de l'analyse qui peut être poussé davantage. Parmi les archives que je n'ai pas pu voir, ce sont des archives du Jao Design. J'aurais bien voulu en savoir plus sur ce moment de diffusion de cette technologie de l'âge plastique dont cet objet est la représentation. Merci. Merci.